Exemple suivant. Donc nous partons du phénol que nous allons faire, sur lequel nous allons faire agir une séquence de 3 étapes réactionnelles, d'accord? Suite à quoi le produit C a été isolé et caractérisé par infrarouge et par microanalyse. Donc on vous dit en infrarouge que vous avez une bande à 1680 cm-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un carbonyle. Et on vous dit que le pourcentage d'azote est égal à 0%, c'est-à-dire il n'y a pas d'azote. D'accord? Ce composé va réagir avec M et MgBr, c'est-à-dire un nucléophile fort que vous allez hydrolyser, lequel va ensuite réagir avec H2SO4 concentré à chaud pour donner le composé D qui réagit avec BH3, c'est-à-dire le composé D réagit dans l'hydroboration, ce qui veut dire que D doit être un alcène ou un alcyne. D'accord? Plus probable que ce soit un alcène puisque vous aviez un composé carbonylé sur lequel vous allez faire agir le nucléophile fort pour obtenir un alcoolate qui va être protoné puis déshydraté pour donner un alcène. D'accord? J'empiète peut-être un peu, mais on va y arriver. Donc commencez toujours par regarder et avoir une vue d'ensemble pour vous dire quelles sont les fonctions chimiques que j'ai. Je peux repérer aussi la réaction chimique Mg0 dans de l'éther anhydre, ce qui veut dire que là, vous allez faire un organomagnésiens, lequel va réagir avec FiCN pour vous donner après hydrolyse justement le composé qui contient un carbonyle. Ce carbonyle doit être généré dans cette étape-là parce qu'en aucun cas vous ne voyez de choses qui vous donnent un carbonyle dans les composés que vous avez fait réagir avant. Donc le carbonyle provient de ça et l'azote de FiCN ne doit pas être présent à la fin puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas d'azote. Essayez de tout lire et d'essayer de faire parler ce que ça veut dire pour vous aiguiller. On reprend dans le sens de la synthèse. Donc premièrement, faire agir NaH. NaH c'est une base. Où sont les protons acides? Je n'ai pas de carbonyle et donc je n'ai pas de proton en alpha de carbonyle. Je n'ai pas de CO2H. Ce qui me reste, c'est la fonction alcool du phénol. Je vais donc faire le carbanion. Ce carbanion a des propriétés nucléophiles. Il va donc réagir avec l'iodure d'isopropyl dans une substitution nucléophile d'ordre 2. D'accord? Si on me demandait quel était le mécanisme précisément de cette étape-là, il s'agit d'une substitution nucléophile d'ordre 2. Pourquoi d'ordre 2 et pas d'ordre 1? J'ai un bon nucléophile, j'ai un dérivé secondaire pour lequel on ne sait pas si c'est une SN1 ou une SN2, mais comme j'ai un bon nucléophile, je sais que ce sera une substitution nucléophile d'ordre 2. J'obtiens donc ce composé ici, un éther. Ceci est en fait la synthèse de Williamson. Ce composé doit donc ensuite réagir avec Br2 et BBr3 pour vous donner un composé susceptible de réagir avec Mg0, c'est-à-dire pour faire un organomagnésiien, il faut avant un dérivé bromé ou iodé ou chloré et ensuite vous avez le dérivé organomagnésiens. Donc, dans cette étape-là, vous savez que vous devez obtenir un organomagnésiien, un dérivé halogéné. Quel halogène? Eh bien, le brome. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez l'acide de Lewis qui va enlever un halogénure à Br2. Conclusion, il va rester Br+. C'est donc le brome qui va rentrer. Où ça? Votre oxygène possède des doublets non liants. Il a donc un effet mésomère plus M. Il est donc donneur. Il oriente donc en ortho ou para. En ortho, c'est un peu encombré à cause du groupement isopropyl volumineux, ça ira donc en para. Ensuite, de ce composé-là, vous allez faire l'organomagnésiien. Hop. Il est toujours préférable d'écrire l'organomagnésiien. Pour vous, c'est plus facilement compréhensible sous la forme ionique. D'accord? MgBr+.
Si vous voulez écrire Mg2+, Br-, ça ne change rien, hein. Ce composé fortement nucléophile va donc réagir avec un électrophile. Quel est-il? Eh bien, il s'agit du carbone qui subit l'effet -I et -M de l'azote. Ce carbone-là est donc électrophile. Ceci va donc réagir là. Ceci va remonter sur l'azote. Il y avait déjà un doublet non-liant. J'obtiens donc, avant hydrolyse, un composé de ce type-là. D'accord? On a envie ensuite de l'hydrolyser, c'est-à-dire de le protoner. Mais ça ne colle pas avec ce qu'on vous dit. On vous dit qu'on doit avoir un carbonyle et qu'il ne doit pas y avoir d'azote. Donc, ce que vous dites n'est pas idiot, sauf que vous avez oublié que les imines ne sont pas stables dans l'eau et s'hydrolysent sous la forme carbonyle plus ammoniac. D'accord? C'est pour ça qu'on vous aiguille en mettant ce type de renseignement. Donc, voici la molécule que l'on obtient. D'accord? Une cétone, un carbonyle substitué par deux noyaux aromatiques différents. D'accord? Donc ensuite, nous reprenons ce composé, nous le mettons vis-à-vis d'un organomagnésium. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux l'écrire sous forme ionique pour mieux comprendre la réactivité. Donc l'organomagnésium nucléophile va réagir avec un carbone électrophile. C'est donc le carbone du carbonyle qui va vous donner un alcoolate, d'accord, lequel après hydrolyse va vous donner l'alcool, le méthyle de l'organomagnésium et l'autre noyau aromatique. Faites bien attention à bien dessiner les choses, hein, sinon on est obligé d'enlever des points. C'est un peu con quand vous arrivez à bien écrire les choses et que vous oubliez le méthyle. D'accord? Ensuite, H2SO4 concentré à chose, et on vous dit D réagit, ça donne D qui réagit avec BH3. Conclusion, vous devez former un alcène, et vous savez que BH3 ne va pas réagir avec les doubles liaisons des noyaux aromatiques, sinon vous cassez l'aromaticité. Conclusion, l'alcène doit se former à l'extérieur. Plus particulièrement, vous allez déshydrater l'alcool. Il n'y a pas 36 types d'alcool qui sont possibles, c'est l'avantage. D'accord? Il n'y aura qu'un type de réaction d'alcène possible, il n'y aura pas d'autres régioisomères. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une E1 ou d'une E2? Vous avez un alcool quand vous allez le protoner, d'accord? Ça vous donne l'oxonium, lequel perd une molécule d'eau pour donner un carbocation très stabilisé par les effets plus I, plus M très fort de ce noyau aromatique, car lui-même enrichi en électrons par le méthoxy. Donc, si vous passez par le carbocation dans les mécanismes d'élimination, c'est donc un mécanisme d'élimination d'ordre 1. D'accord? Alors, si je reviens sur ce composé carbonylé, on aurait pu se poser la question, mais qu'est-ce qui se serait passé si le prof avait envisagé une substitution électrophile aromatique, on va dire, tiens, par du chlorure d'acétyle en présence, on va faire plus intéressant, CO2 en milieu acide. Donc CO2 plus H+, ça vous donne CO2H+, d'accord? C'est ça qui va rentrer, mais où ça? Et surtout, sur quel noyau aromatique? Parce qu'en fait, là, ça devient un peu le bordel. Vous avez deux noyaux aromatiques que je vais appeler 1 et 2. Donc, ceci est un électrophile, ce qui suppose que le noyau aromatique est donc un nucléophile. Quand vous avez le choix entre deux nucléophiles, celui qui réagit le plus vite est le plus nucléophile. Quel est le composé, le noyau aromatique le plus nucléophile?
Si je regarde le noyau aromatique 1, il est substitué par un carbonyle. Il a donc un effet, il y a un effet -M. Ça donc l'appauvrit en électrons. Si je regarde 2, il a aussi cet effet -M du carbonyle. Mais il a un effet +M qui va venir compenser. Conclusion, le noyau aromatique qui va réagir en premier sera le noyau aromatique 2. D'accord? Parce que c'est le plus nucléophile des deux. Maintenant, en quelle position ça va? Donc, on a décrété que c'était sur le noyau aromatique 2. On a deux substituants. D'accord? Si j'efface pour remettre de la même couleur, c'est pas d'un grand génie. Hein. Le méthoxy est donneur. Il va donc orienter en ortho, c'est-à-dire là, par rapport à lui-même, ou para. Mais comme en para, il n'y a pas d'hydrogène, il ne pourra pas y avoir de substitution électrophile aromatique. Le carbonyle est un groupement accepteur. D'accord? Il va donc orienter en méta par rapport à lui-même, c'est-à-dire ici. Conclusion, les deux effets du méthoxy et du carbonyle sur le noyau aromatique 2 vont dans le même sens. La substitution électrophile aromatique se fera dans cette position-ci. D'accord? Que vous preniez la position du haut ou du bas, c'est la même chose parce que le noyau aromatique de départ possède une symétrie, d'accord, au départ. Hein. Posez-vous la question de ce que ça donnerait en RMN. C'est une bonne question. Une bonne question. Donc vous voyez, on arrive quand même très rapidement à des molécules très évoluées en partant de molécules commerciales relativement simples.